há uma verdadeira epidemia que tem se alastrado no mundo todo a questão do suicídio. La question du suicide. E os transtornos depressivos que estão relacionados Les problèmes des états dépressifs qui sont liés au suicide. Les statistiques, temos que o suicídio ele é responsável por quase metade de todas as mortes violentas. C'est le suicide est responsable de pratiquement la moitié des morts violentes et 1 million de morts par an. Dans le monde, 815 000 personnes ont commis un suicide en l'an 2000, ce qui fait 14,5 morts pour 100 000 habitants. Et nous avons ici quelques pays où on voit le pourcentage de suicides. La Belgique a un taux relativement élevé par rapport à la moyenne internationale de 21,1%. Et le Portugal est intermédiaire, le Brésil est en dessous. Mais chaque année, le nombre de suicides augmente. Ainsi, de telle sorte que dans le monde entier, il y a plus de personnes qui meurent de suicide que de toutes les guerres et les homicides réunis. Il y a un suicide toutes les 40 secondes dans le monde. Ce sont des données de l'OMS. Il faut savoir que les suicides sont liés très intimement aux états dépressifs. 70% des suicidés sont basés sur un problème dépressif. C'est une information importante parce que les dépressions, tout comme l'anxiété, ont énormément augmenté et ça demande une attention intégrale dans notre compréhension sur le point de vue médical, psychologique et spirituel. Car une personne qui commet un suicide sur la base d'un état dépressif, il est important qu'elle soit attentive à une série de détails que nous allons décrire à suivre dans les cas de suicide et de la dépression. Et les symptômes de dépression donc sont les suivants. Rapidement, on va essayer dans notre étude de comprendre ce qui se passe chez ces personnes. Un premier symptôme de dépression, c'est l'impossibilité de ressentir du plaisir. C'est l'un des premiers symptômes de la dépression. La dépression ne se montre pas toujours de façon claire, mais elle s'insinue, elle rentre peu à peu dans la vie des personnes de façon à ce que, de façon imperceptible, elle commence à changer quelques habitudes. Une personne qui aimait bien voyager, ou qui avait l'habitude de faire un sport, ou de visiter des amis, ou qui avait un loisir, commence à abandonner ses pratiques et ses habitudes parce qu'elle n'y trouve plus la même satisfaction dans ses activités. Le découragement, l'apathie, l'anxiété, l'insécurité ou les larmes faciles. La personne a parfois certaines caractéristiques psychologiques, elle devient plus émotive. Et cela, associé à d'autres symptômes, exprime une fragilité affective qu'elle n'avait pas avant. Ce sont des symptômes qui sont très importants auxquels il faut porter son attention. La négligence de l'hygiène personnelle. Il y a certains individus qui font très attention à leur santé, mais d'une heure à l'autre, elles commencent à négliger, à ne pas donner la même importance à leur apparence. Et au Brésil, nous disons toujours en plaisantant que lorsqu'une femme elle arrête de se maquiller ou qu'elle gagne du poids, que c'est un signe probable de dépression, parce que la vanité féminine, qui est universelle, peut être considérée l'un des critères d'observation pour savoir si la femme va bien ou pas.
Et c'est la même chose pour les hommes. C'est clair que la négligence de l'hygiène personnelle, il y a des personnes qui ont ça de façon naturelle, ce manque d'attention. Et donc il faut observer chaque situation avec bon sens et voir chaque situation en elle-même pour voir quelle est sa particularité spécifique. Il est important dans ces symptômes de ne pas faire de diagnostic de dépression sur un seul symptôme. Il faut au minimum 5 ou 6 symptômes associés, parmi ceux-là et parmi d'autres dont on va parler, pendant au moins 6 mois consécutifs pour pouvoir suspecter un problème affectif. La vision du futur, vision sombre du futur, le discours d'une personne dépressive est un discours négatif, pessimiste. Quelles que soient les situations, aussi bonnes soient-elles, elles n'arrivent pas à voir leur vie et l'ambiance extérieure d'une façon positive. Nous vivons généralement dans un monde où il y a une tendance au pessimisme. Il y a une tendance à la négativité. Les personnes en général du monde occidental où nous vivons, nous tous, nous avons la tendance actuellement d'appeler les faits, de montrer leur aspect le plus négatif, et on appelle ça le réalisme. Les personnes sont normalement très dures les unes avec les autres. Quand elles en parlent mal. Quand elles commentent un sujet, elles le commentent de façon négative et elles disent « Ah, mais je suis réaliste, moi ». Comme s'il n'y avait rien de bon qui arrivait dans le monde également, que s'il n'y avait que des choses négatives qui se passent. Et donc l'individu négatif est vu comme étant réaliste, et celui qui est optimiste, il est vu comme romantique, comme ingénu, naïf. Mais ce que nous avons vu pendant ce week-end, que les personnes romantiques et optimistes, elles vivent plus longtemps, elles ont une meilleure qualité de vie. Enfin, cela signifie que ce qu'on appelle le réalisme, ce regard négatif sur les choses n'apporte pas d'avantage. En vérité, l'individu qui a une tendance à la dépression est facilement contaminé du point de vue psychique par cette ambiance dans laquelle nous vivons de négativité. La diminution de l'attention, de la concentration et de la mémoire. La mémoire, chez le dépressif, est un des symptômes qui prend le plus de temps à s'améliorer une fois que la personne est en traitement. Le patient commence son traitement et peu après, il va mieux, mais sa mémoire, elle n'est pas encore bonne parce que c'est que plus tard que l'on voit des résultats positifs sur la mémoire, parce que c'est un des secteurs qui prend le plus de temps pour s'améliorer. L'insomnie, le manque d'appétit. Avec la dépression, il y a l'hypersonie, donc l'augmentation du sommeil, et ou parfois le fait de manger plus. L'insomnie, c'est quelque chose d'important, c'est une des premières choses qu'il faut traiter chez un dépressif, parce que ça lui préjudique énormément sa vie. L'irritabilité excessive, les personnes qui sont continuellement irritées, ce sont des personnes avec lesquelles on n'arrive plus à parler et c'est des personnes qui n'étaient pas comme ça avant. Et il y a un moment où elles trouvent des motifs pour se bagarrer avec les autres, pour être hostiles, antipathiques, moches. Notre nature humaine, notre naturel, notre état normal, c'est d'être optimiste, d'être sympathique les uns avec les autres et d'être humains les uns avec les autres. Chaque fois que nous perdons cette caractéristique de proximité, de vie en commun affective, nous sommes malades.
nous devenons malades. Mais c'est une chose qui se produit tout doucement et nous ne nous en rendons pas compte. C'est une chose à laquelle nous nous habituons avec un rythme de vie, des choses difficiles dans notre vie. Et nous désapprenons, nous oublions quelque chose qui est intrinsèque en nous-mêmes, qui est l'affectivité. Dans toutes les langues, dans tous les pays du monde, nous voulons tous la même chose. Nous voulons éviter la douleur, nous voulons être heureux. Dans tous les pays. C'est si important que quand on regarde une personne qui pleure, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec cette personne. Les pleurs montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le fait d'être joyeux et heureux, c'est un état naturel. Donc, quand nous tombons malades, nous perdons ces bases et ces références. Et si une autre personne est à côté de nous, nous pensons que nous sommes dans un contexte normal. Et donc la vie en commun, l'implication avec les autres personnes, c'est un excellent thermomètre qui permet de mesurer le degré de notre santé mentale. Et c'est en cela que le spiritisme et que les sujets dont nous parlons aujourd'hui sont très importants, parce que nous devons être très attentifs pour récupérer la santé intérieure. Ce qu'il y a de plus précieux en nous, c'est notre capacité de valoriser la vie. Le plus important étant de vivre. Plus important que vivre, c'est vivre avec les autres. Plus important que se développer, c'est s'impliquer. Seuls ceux qui s'impliquent se développent. Et il faut rester attentif parce que plus on est irritable et hostile, plus on est agressif, ce sont des signes que les choses ne vont pas bien sur le plan mental. Parce que peu après, il y a les idées de mort. Et il est naturel que les projets de suicide surgissent dans la vie des personnes qui ne sont pas heureuses, des personnes qui ne sont pas contentes et qui ne voient plus dans la vie des motifs suffisants pour être ici. Selon la conception matérialiste, le suicide est une issue valide parce que si on est si mal ici, pourquoi ne pas mettre un terme aux douleurs? Le défi de la conception spirite, c'est que si on n'a pas comment terminer la vie, si ce n'est son existence physique, cette solution n'est pas une solution. Elle est une déviation trompeuse parce que la personne termine une manifestation de son expérience de vie, qui est l'expression matérielle de son corps, mais elle continue à exister dans sa conscience, donc les souffrances à l'état d'esprit continuent. Nous allons revenir à cet aspect. Des tentatives chez les hommes et les femmes. Donc les femmes tentent 4 fois plus que les hommes de se suicider, mais les hommes le réalisent, meurent 3 fois plus que les femmes. Il y a plusieurs explications pour cela, mais l'une d'elles, c'est que les hommes utilisent des méthodes plus agressives et potentiellement létales dans la tentative, comme des armes à feu ou la pendaison. Alors que les femmes, elles essayent plus l'utilisation de substances qui laissent le temps de les secourir, de les amener à l'hôpital et d'éviter la mort du suicide. Et l'homme utilise une méthode plus fatale et plus radicale. Et notre collègue Carlos Roberto a déjà abordé l'utilisation d'alcool et de drogue qui augmente le risque et que beaucoup de personnes qui n'ont pas le courage de commettre le suicide ingèrent des substances en suivant une impulsion qui manquait pour commettre le suicide. Les femmes essayent davantage. C'est l'idée de dire que peut-être que c'est discutable, mais ça pourrait laisser penser que les femmes sont plus dépressives que les hommes. Mais la femme, normalement, elle exprime mieux ses sentiments, elle les manifeste mieux, ses difficultés. Les femmes recherchent plus l'aide médicale, l'aide psychologique, l'aide spirituelle. Les hommes
nous avons une résistance culturelle pour chercher de l'aide à l'extérieur. Et c'est donc possible que les hommes ont aussi des dépressions, mais qu'ils ne recherchent pas de l'aide. Et c'est pour ça que le numéro de suicide chez l'homme finit aussi par être supérieur au nombre de suicides chez les femmes. Quels sont les facteurs de risque? Certains d'entre eux, celui qui a déjà fait une tentative a 30% de chances supplémentaires de la répéter que celui qui n'a jamais tenté le suicide. Et une personne qui a déjà fait une tentative de suicide a besoin d'être suivie de plus près. Et le proverbe « le chien qui aboie ne mord pas » n'est pas vrai pour le suicide. Au contraire, 80% des personnes qui font des tentatives le font précéder d'un avertissement. Et quand la personne parle du suicide, qu'elle n'a plus envie de vivre, il faut faire très attention. Parce que l'expérience montre que la personne qui parle, elle essaye. Des fois, elle essaye et elle n'y arrive pas. Mais c'est une question de chance ou de malchance. Elle va y arriver un jour ou l'autre. Et plus le suicide est planifié, avec des tentatives antérieures ou des historiques familiaux de suicide, plus l'indice est élevé. La dépression a une statistique qui montre une tendance familiale. Et quand on a une historique de suicide dans la famille, il faut faire attention au risque, à la tendance, le risque des personnes qui ont un profil psychologique dépressif et qui peuvent donc essayer d'avoir recours à cette pratique. C'est curieux parce que dans certaines régions, que ce soit dans des pays, que ce soit dans des États du pays ou dans certains endroits du pays, la quantité de suicides est supérieure à d'autres régions. Et une autre statistique qui attire l'attention, c'est que chaque fois qu'il existe une vague de suicides, il y a une tendance à ce qu'il y ait encore plus de suicides dans cet endroit-là, cette semaine-là et dans cette période-là. D'autant que des villes où il existe beaucoup de suicides, il y a une éthique au niveau des journaux, de la presse internationale de ne pas divulguer le suicide afin que le suicide ne s'étende pas comme un effet contagieux dans le sens d'autres tentatives de suicide. Nous avons déjà parlé de l'isolement social, le manque d'amis, ne pas être marié, ne pas habiter avec quelqu'un, ne pas avoir d'enfants. Il y a donc la question de l'implication dont nous avons parlé. Plus une personne s'isole, plus elle s'appauvrit. Notre tendance est de vivre ensemble, de vivre à plusieurs et de jouir de la vie à plusieurs. Il y a des moments où nous avons besoin d'isolement, mais il y a des personnes qui sont de façon prédominante isolées et pour cela, il y a un appauvrissement de la personnalité. Il y a un préjudice de l'économie mentale et par conséquent des risques plus élevés. Une maladie incurable, par exemple, peut être le motif d'une tentative de suicide, en particulier chez des individus qui considèrent ce qui a déjà été présenté ici, qui ne considèrent que leur qualité de vie. C'est-à-dire, si la personne elle perd la qualité de vie, elle n'a plus de raison de vivre, comme si le fait de vivre ici se limitait à uniquement jouir de bonnes choses, comme si la Terre devait être juste un parc de diversion, comme si nous étions nés pour être absolument heureux, seulement exclusivement heureux. Le spiritisme nous dit que vivre sur la terre ne doit pas être une mer de souffrance, mais nous devons nous habituer à l'idée de vivre avec de la souffrance. Et c'est plus, la terre est plus une école qu'un parc de diversion, c'est plus un hôpital qu'une zone de loisirs. Et notre vie, c'est beaucoup plus que 75, 80 ou 85 ans.
dans une période où on est venu de rien et où on part aussi dans le néant. Nous sommes beaucoup plus que tout ça. Il y a des situations d'affliction extrême pour laquelle on ne voit pas de solution. C'est ce qui découle de l'item précédent. Et ça, c'est un item important, c'est le manque de religiosité. Les personnes religieuses ont un indice de suicide bien inférieur aux personnes religieuses, parce que la personne religieuse, elle croit en quelque chose de supérieur et a donc une conception, d'une manière ou d'une autre, de l'immortalité. Il y a le pessimisme ou le manque d'espoir, entre autres, comme nous en avons déjà parlé. Nous allons voir quelques concepts, définitions spirites importantes dans la question du suicide. Selon Allan Kardec, dans notre compréhension aussi, quand nous essayons de comprendre ce que Kardec a codifié, l'idée spirit, nous percevons la vie d'une façon différente parce que nous avons deux manières de base de voir la vie. La première est la façon matérialiste, comme on a déjà parlé avant. Nous ne sommes que de la matière. Quand on meurt, on disparaît. C'est une manière de voir la vie. La personne qui voit la vie comme ça, elle a beaucoup de motifs que devant une maladie incurable, donc la mort c'est une bonne solution. Ou quand il y a un de ses membres de la famille qui souffre, que l'euthanasie c'est une alternative viable. Ou le suicide assisté, que c'est aussi une manière humaine pour sortir de certains problèmes. Mais si nous voyons la vie sous un autre angle, si nous regardons la vie par un prisme spiritualiste, c'est-à-dire nous ne sommes pas que de la matière, nous sommes plus que de la matière. Quand nous mourrons, nous allons continuer à exister, notre conscience va exister. Ben ça change complètement le modèle, le paradigme, parce que si ce que je fais ici, dans le sens de la fin de l'exercice physique, ne résout pas mon problème, ce n'est pas une solution. C'est une fausse porte de sortie, c'est une illusion. Et c'est exactement ce que Allan Kardec, dans le livre des esprits, a obtenu comme réponse à la question 943 et 957. Dans la 943, il demande aux esprits, à l'esprit de vérité, d'où vient le dégoût de la vie qui s'empare de certains individus sans motif plausible. Et la réponse est effet de l'oisiveté, du manque de foi. Et regardez, vous voyez bien, et souvent de la satiété. Et la satiété, c'est un point qui a énormément attiré mon attention parce que souvent on lie le dégoût de l'existence aux problèmes que nous avons. Et ce que nous voyons, c'est que invariablement, les indices de suicide sont exactement là où la dite qualité de vie elle est meilleure. Là où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas autant de problèmes d'éducation, de santé, financiers, de travail, là où les personnes devraient être le plus heureuses, parce que pourquoi est-ce que l'indice de suicide dans ces pays est supérieur? La satiété dont parlent les esprits, c'est la satiété matérielle. Quand la personne ne vit plus qu'en fonction du matériel, apparaît un vide, et un vide qui est très dangereux, le vide du manque de sens de l'existence. Quand nous perdons le sens de notre existence, nous pouvons habiter dans le plus grand château avec tout l'argent du monde, avec tout le confort du monde, et ce ne sera jamais suffisant pour nourrir et alimenter ce que nous avons vraiment besoin en tant qu'êtres humains. Parce que nous ne sommes pas des êtres humains qui avons éventuellement des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels qui avons momentanément une expérience humaine. Nous sommes plus que des hommes.
Nous sommes des esprits immortels. Et donc, quand nous sommes physiquement en satiété, nous sommes appauvris dans l'âme. Il n'y a pas besoin d'être pauvre physiquement pour être riche spirituellement. Par contre, il est nécessaire d'être riche spirituellement pour que les richesses matérielles aient un sens. Quelles sont en général les conséquences du suicide sur l'état de l'esprit? Les conséquences du suicide sont très diverses. Il n'y a pas de peine fixée et dans tous les cas, elles sont toujours relatives aux causes qui l'ont amené. Mais une conséquence à laquelle le suicidé ne peut échapper, c'est le désappointement. Ça aussi, c'est un point qui attire l'attention parce que c'est quelque chose qui est logique. Pourquoi le désappointement? Parce que au moment où la personne commet le suicide, juste après, elle a une surprise de voir que ce qu'elle a fait n'a pas résolu son problème et qu'elle continue à vivre. C'est ce que disent les esprits qui ont commis le suicide à tous les grands médiums du monde entier. Les grands médiums brésiliens, comme Francisco Cândido Xavier, comme Divaldo Pereira Franco, comme Marlène Nobre, comme tous ces représentants qui ont cette sensibilité de capter les informations du plan spirituel, ainsi que les grands médiums des autres pays. Ils ont toujours rapporté des messages d'esprits suicidés et tous disent la même chose, de leur déception, de leur désappointement en s'apercevant que la vie ne s'est pas terminée par ce geste, qu'il n'y a pas eu la fin de leur existence, la fin de leur existence physique. Et donc, à partir du moment où on a cette possibilité, qu'on obtient ces informations, nous devons cogiter, réfléchir que si nous n'avons pas la vie que nous aimerions avoir, nous avons une vie et il n'y a pas comment nous échapper de la vie. Il n'y a qu'une seule sortie, c'est notre amélioration, améliorer notre vie là où nous sommes. La réponse continue, que vous pouvez voir dans le livre des esprits plus en détail. Quelles sont les conséquences du suicide pour l'esprit dans la vie spirituelle, c'est-à-dire juste après le suicide ou dans d'autres existences? Il y a des souffrances prolongées et c'est une règle générale que le suicidé, au lieu de réduire sa douleur, de réduire ses souffrances, il les augmente. Comment? Il y a quelques possibilités, parmi elles, plusieurs qui ont déjà été placées ici. Donc il peut assister à la décomposition du corps parce que par l'interruption anticipée de la désincarnation, si la personne anticipe le moment de partir, elle reste liée à la matière pendant une période qui correspond à la période où elle aurait dû rester encore ici. Et si vous pouvez lire des livres traduits en français, donc de l'esprit André Luiz, qui a été tellement cité ici par la psychographie de Chico Xavier, c'est un livre qui est en portugais, Notre demeure. Notre demeure. C'est le premier livre que André Luiz a psychographié par Chico Xavier, dans lequel André Luiz raconte comment lui-même il est arrivé dans le plan spirituel. Parce que lui, il était alcoolique et il a abusé un peu de sa santé physique. Quand il est rentré dans le monde des esprits, il a été catégorisé comme un suicidé inconscient et il est parti donc 8 ans avant la date idéale de sa mort. Et dans cette période, il décrit ce qu'il a vécu, les difficultés qu'il a eues, et il nous raconte exactement cela pour que nous ayons une connaissance et que nous puissions donc profiter de ces informations pour notre propre vie. Les déformations du père-esprit, le champ énergétique intermédiaire entre l'esprit et le corps physique, souffre aussi des lésions. À partir du moment où on blesse notre corps, on blesse notre âme, on blesse les structures énergétiques de notre père-esprit.
Il y a les tentatives vaines de renaître, de se réincarner. Et beaucoup d'enfants qui ont été avortés ont été des suicidés qui n'ont pas valorisé leur expérience antérieure et donc par la loi de cause à effet, ils souffrent l'interruption de leur vie. Et cette fois-ci, ils ont vraiment envie donc de naître pour... D'autres fois, ce sont des jeunes qui se désincarnent jeunes comme enfants, dans le jeune âge, qui ont leur vie interrompue, soit par des accidents, soit par des maladies. Beaucoup d'entre eux, mais pas tous, bien sûr. Dans tout ce que nous disons ici, vous avez une tâche qui est très importante, qui est de filtrer. Le rôle du conférencier est d'apporter des connaissances. Mais nous ne pouvons pas citer toutes les possibilités de tous les cas. Et c'est pour ça qu'on donne des exemples. Et c'est le bon sens de celui qui écoute de filtrer pour sélectionner et comprendre ce qu'il y a de plus important de ce qui est dit. Et donc, dans l'exemple que je cite, il y a un jeune ou un enfant qui se désincarne subitement. Il pourrait éventuellement avoir été un suicidé. Dans une incarnation, il n'a pas voulu la vie qu'il avait, et dans l'autre, il n'a pas la vie qu'il voulait. Celui qui se désincarne tôt, dans l'anxiété de continuer à vivre, il traverse l'expérience nécessaire de souffrir en lui-même cette interruption qui va lui apporter à son âme un désir énorme pour valoriser son existence et sa vie. Et ainsi, nous pouvons voir que dans la souffrance qui vient après les autres incarnations, il y a déjà donc la thérapie, la résolution, le traitement pour le problème qui a été causé au moment du suicide. De nouvelles incarnations dans des situations plus difficiles. C'est vrai que beaucoup de nous qui sommes dépressifs et des pensées suicidaires, nous avons déjà commis le suicide. Une personne qui a cette tendance à penser au suicide en permanence, il est très probable qu'elle a déjà commis un suicide. Et c'est pour ça qu'elle apporte cette tendance. Pourquoi est-ce que certains ont une tendance de penser à vivre et puis d'autres ont une tendance de penser à mourir? Parce que nous avons un passé spirituel où nous avons déjà vécu certaines choses. Et quelqu'un qui a déjà commis un suicide pourrait apporter avec lui la pensée suicidaire et donc avoir une tendance à nouveau commettre un suicide. Et c'est pour ça que dans notre vie, nous devons développer des qualités de bonne pensée, parce qu'à partir du moment où on fait cela, nous organisons notre vie future avec plus de santé ou avec moins de santé. Dans ce sens, les facteurs éthiques et moraux sont des facteurs fondamentaux pour la consolidation de notre santé intégrale. Et dans notre prochain exposé, nous allons parler un petit peu plus de cet aspect. Les perturbations physiques comme les handicaps, les anomalies, les malformations physiques, beaucoup de ceux-là sont, pas tous, mais beaucoup ont pu commettre un suicide dans le passé et rapporter donc dans leur corps physique les marques et de ce qu'ils ont abîmé en eux dans les autres incarnations. Nous avons déjà cité ici aussi les perturbations mentales. Entre elles, donc la dépression, la panique, la schizophrénie, les problèmes bipolaires, les épilepsies, toutes ces choses peuvent être liées à un besoin évolutif suite à une expérience de douleur pour racheter des situations antérieures liées au suicide. C'est pour cela que ce guide spirituel qui s'appelle Johanna de Angelis, qui envoie des messages par l'intermédiaire du médium Divaldo Pereira Franco, nous dit, en gardant en vue le caractère passager du corps et l'inévitabilité de la mort,
vis de manière à ce que tu puisses partir de la terre libre et heureux. Le suicide, c'est un défi à vaincre. Et personne d'entre nous ne peut avoir la certitude de comment il se sentira demain. Parce que celui qui a ou qui avait un parent proche ou qui a déjà senti en lui-même une tendance au suicide sait comment est fort, comment c'est la tendance quand on va pas bien, donc de voir la vie de la pire façon possible. Et dans ce sens, cette vision que nous essayons de passer et d'étudier ensemble ici, dans ces 2 jours, elle a beaucoup de valeur pour que dans nos existences, nous puissions modifier nos concepts et transformer notre vie en une vie meilleure. Merci. Merci bien, Dr. Lopez.